Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons discuté de la notion de programmabilité. Dans cette vidéo, nous allons prendre un cas particulier, regarder un cas particulier, celui des nombres programmables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre programmable? Eh bien, un nombre x réel, il a un développement binaire. Donc, c'est la même chose que le développement décimal, et on a déjà discuté de ça, sauf que c'est en binaire. Donc, ce nombre qui est là, par exemple, je peux l'écrire en décimal, c'est 6,7044, etc. Le 6, on le voit bien ici. Je vous rappelle que dans l'écriture binaire, il faut lire que ça, ce nombre qui est là, c'est 0 fois 1, plus 1 fois 2, plus 1 fois 4, plus 1 fois 1 demi, plus 1 fois 1 quart, plus 1 fois 1 huitième, plus 1 fois 1 16e, plus 0 fois 1 32e, etc. Donc, les nombres qui vont nous intéresser, c'est ceux pour lesquels il existe un programme en Python, qui est fait exprès pour ce x-là, donc programme for x, qui, quand on lui donne n à ce programme, va nous renvoyer le nème terme de ce développement binaire. Donc c'est ce qui est écrit ici. Alors une petite remarque, c'est que en fait pour calculer ce nème terme, il suffit que je décale ma virgule jusque là, que je regarde la partie entière du nombre, donc j'oublie tout ce qui est après la virgule, et je regarde si ce nombre est pair ou impair. Ici, si c'est 0, c'est que la partie entière du nombre x fois 2 puissance qu'il faut pour emmener la virgule ici est pair. Donc c'est ce qu'on peut écrire en formule ici. Si je sais calculer x d'une façon ou d'une autre, je le multiplie par 2 puissance n, je prends la partie entière, je regarde le reste de la division par 2 et ça me donne ce nème terme du développement binaire. Donc c'est pas très difficile à calculer si on arrive à approcher facilement x de manière calculatoire. Un exemple, si je prends les nombres rationnels, les fractions, qui sont de la forme p sur q, eh bien on peut calculer le développement binaire d'une telle fraction. Alors voyons comment faire ça. Ici, on a fait un programme qui, quand on lui donne p et q, va nous donner le nème terme du développement binaire de p sur q. Alors, comment on calcule ça? Eh bien, exactement avec la formule qu'on vient de donner. Là, on prend P sur Q, que vous voyez ici, on le multiplie par 2 puissance n, et on prend sa partie entière. Autrement dit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le résultat de la division euclidienne de P fois 2 puissance n par Q. Ça, c'est la partie entière du quotient, et on regarde si cette partie entière est paire ou impaire. Donc si on prend un nombre en particulier, 17 sur 31, eh bien on applique ce programme à 17 et 31. Et ici j'ai fait une petite fonction qui liste les 100 premières valeurs que prend f quand on lui donne une fonction f. Donc voyons ici ce que ça nous donne pour 17 sur 31. Hop, voilà. Eh bien on obtient ici 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, etc. Ça veut dire que 17 sur 31, en binaire, ça s'écrit 0 pour la partie entière, plus 1 demi, plus 0, plus 0, plus 0, plus 1 sur 32, plus 1 sur 64, etc. Donc ici, on a réussi à montrer que 17 sur 31 est un nombre programmable. Vous remarquez que son développement binaire est périodique. On a les suites de 3 0 puis de 1, 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 etc. Donc ça, c'est une caractéristique des nombres rationnels. Tous les nombres rationnels ont un développement binaire périodique et réciproquement, tous les nombres qui ont un développement binaire périodique sont rationnels, ce sont des fractions. On sait qu'il existe des nombres qui ne sont pas des fractions, qui ne sont pas rationnels. On les appelle les nombres irrationnels et le plus connu c'est racine de 2. Donc voyons si racine de 2 est programmable. Oui, il l'est, c'est écrit. Alors prouvons-le. Comment est-ce qu'on va faire pour montrer que racine de 2 est programmable? Eh bien, on va dire, on a besoin de calculer le nème bit de son développement binaire, donc on cherche la partie entière de 2 puissance n fois racine de 2. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien par dichotomie. On va dire qu'on sait déjà que racine de 2 il est entre 0 et 2, ça c'est clair.
Donc, quand je vais prendre 2 puissance n racine de 2, il va être entre 0 et 2 puissance n plus 1. On va couper cet intervalle en deux et regarder si, quand on prend le nombre qui est au milieu, son carré est plus grand ou plus petit que le carré de ce nombre-là. Et de cette façon-là, on va trouver un nombre qui est plus proche de racine de 2. Puis on cherchera dans le nouvel intervalle qu'on aura trouvé, si on trouve, jusqu'à trouver la partie entière de racine de 2. Donc cette chose-là est faite ici, dans ce petit programme-là. Vous pouvez faire pause pour regarder, si vous voulez, comment c'est fait. On fait une fonction de test qui regarde si le carré d'un certain nombre est plus petit qu'un nombre A. Et dans ce cas-là, ça répond vrai, et sinon ça répond faux. Et le nombre A, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le carré de racine de 2 fois 2 puissance n qu'on a écrit ici. Et ça, c'est la procédure de dichotomie. Donc on peut l'essayer, et on va voir que racine de 2, c'est ici, ce nombre-là. Donc c'est... Alors il faut... Ça commence... avec un 1 et un 0, donc ensuite on a 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Vous voyez, ici on n'observe aucune régularité dans ce développement binaire. Donc ça, c'est un nombre qui n'est pas rationnel, mais qui est programmable. Et évidemment, ça tient du fait qu'on connaît bien la fonction dont il est racine, c'est un polynôme de degré 2, x au carré moins 2. La dichotomie, on la voit bien sur ce dessin. On dit ce nombre il est compris entre là et là, on coupe en deux, après on cherche dans cet intervalle, on coupe en deux, après on cherche dans cet intervalle, on coupe en deux, après on cherche dans cet intervalle, etc. Donc ça marche très bien avec ce polynôme de degré 2, et ça marcherait tout aussi bien avec n'importe quel polynôme à coefficient entier. Donc en fait, les racines des polynômes à coefficient entier sont des nombres programmables. Alors ces nombres-là, les racines des polynômes à coefficient entier, on les appelle les nombres algébriques. Donc typiquement, c'est des nombres qui peuvent ressembler à ça. Par exemple, ça c'est un nombre algébrique, c'est ce qu'on arrive à faire avec des racines, des nombres qu'on connaît déjà, des puissances, bon, entre autres. Tous ces nombres-là sont des nombres algébriques. Il y en existe aussi d'autres qu'on n'arrive pas à exprimer comme ça, mais c'est une autre affaire. En tout cas, n'importe quel nombre algébrique, on peut le montrer qu'il est programmable. Alors, il existe des nombres qui ne sont pas algébriques. Vous en connaissez probablement au moins deux, qui sont E, le nombre E de l'exponentielle, et le nombre pi. Alors, on va montrer ici que ce n'est pas un problème pour nous. Le nombre E, il est programmable. Et une nouvelle fois, donc je vous laisse faire pause et lire si vous voulez l'histoire. On montre qu'on a des encadrements très fins de E, aussi fins que l'on veut, et on les exploite dans ce petit programme pour trouver le développement binaire de ce nombre E. Voilà. Bien, donc en fait, revenons à nos nombres programmables. Tous les nombres qu'on connaît, ils ont l'air d'être programmables. D'autant plus qu'il n'est pas difficile de démontrer que si vous prenez des combinaisons de nombres programmables, ça va être programmable. Alors qu'est-ce qu'on appelle une combinaison de nombres programmables? Eh bien, c'est par exemple, vous prenez x plus y, x moins y, x fois y, x sur y, dès que x et y sont programmables, ça c'est programmable. D'autre part, si vous prenez x puissance y, et que x et y sont tous les deux non nuls et positifs, disons, en tout cas pour x, eh bien ça c'est programmable. Si vous regardez ln de x quand x est positif, eh bien c'est programmable. Si vous regardez cos de x et sin de x, quand x est programmable, eh bien c'est programmable. Donc en fait, tout ce qu'on peut construire avec les outils qu'on a en général en terminale, c'est-à-dire les nombres rationnels, pi, e, et puis toutes les fonctions usuelles, tout ça c'est du programmable. Question, existe-t-il des nombres non programmables? Eh bien, en fait, le fait que ce soit des nombres, ça ne nous intéresse pas tellement. On va montrer, en fait, que puisque la question qu'on se pose, c'est de regarder la suite du développement binaire,
Donc c'est une suite de 0 et 1. Nous, maintenant, on va s'intéresser uniquement aux suites de 0 et de 1. Et bien ça s'appelle une suite binaire. Et des exemples de suite binaire, eh ben, c'est pas compliqué d'en trouver. On peut prendre la suite qui ne contient que des 0, ou bien celle qui ne contient que des 1, ou bien celle qui contient un 1 et un 0 de manière alternée, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ou bien une suite qui n'a pas l'air d'avoir une recette pour la construire. Pour l'instant, on ne peut pas la deviner, en tout cas en regardant juste ces termes-là. Donc des suites avec juste des 1 et des 0. Eh bien, une telle suite, ça se raccroche à nos nombres programmables via cette formule qui dit qu'en fait, une telle suite, ça peut être le développement binaire d'un nombre, et réciproquement, un nombre, ça nous donne une suite. Donc c'est vraiment pratiquement la même chose, les nombres programmables et les suites programmables. Alors, une suite programmable, c'est quoi? C'est une suite pour laquelle on a un programme qui va nous donner son nème terme. Donc, les nombres programmables fournissent des suites programmables, on l'a déjà dit, et il y a aussi des suites qui n'ont pas l'air de provenir de nombres qui apparaissent naturellement. Par exemple, celle dans laquelle on met un 0 au nème terme si le nombre est composé, et un 1 si le nombre est premier. Vous voyez, 0 n'est pas premier, 1 n'est pas premier, 2 est premier, 3 est premier, 4 n'est pas premier, 5 est premier, 6 n'est pas premier, 7 est premier, etc. Cette suite-là est programmable, et ici, vous voyez, on a la fonction qui permet de le faire, cette fonction isPrime, qui, quand on lui donne n, va renvoyer 0 si le nombre n'est pas premier, et va renvoyer 1 si le nombre est premier. Donc vous voyez ici, les algorithmes qu'on fait, on ne s'intéresse pas du tout à leur complexité. On y va grossièrement, on ne réfléchit pas à faire des calculs qui sont rapides. Ce qui nous importe, c'est pas que les calculs se fassent rapidement, c'est qu'on puisse les faire. Ici, on a démontré que la suite qui est là est programmable. On a un programme qui la construit. Alors si on regarde l'ensemble de toutes les suites, S, toutes les suites binaires, et qu'on appelle SP le sous-ensemble des suites binaires programmables, on a clairement une inclusion de SP dans S, et la question qui se pose, c'est est-ce que cette inclusion est une égalité? Autrement dit, est-ce que toutes les suites binaires sont programmables? Eh bien, la réponse à cette question, vous l'aurez dans la prochaine vidéo.